Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. En cette fin du mois de juin, nous nous retrouvons pour faire un petit point lecture de milieu d'année. Et oui, déjà le temps passe si vite. J'ai pris les questions du Mid-Year Freakout Book Tag que vous avez peut-être déjà vu passer ces dernières années. Mais avant, juste quelques statistiques générales sur ce début d'année. Je l'ai déjà dit dans mon premier épisode de l'année 2025 sur mes objectifs. Je mets objectifs entre guillemets de lecture 2025 parce que j'ai franchement pas d'objectif chiffré. Je n'ai pas de challenge en mode je veux lire tant de livres avant la fin de l'année. Je me laisse juste porter puis je vois ce que ça donne. J'ai lu 21 livres depuis le mois de janvier, 11 romans, 4 bandes dessinées, 5 livres de non-fiction et un manga. Ce qui change grandement depuis quelques mois, c'est vraiment mon intérêt pour les livres de non-fiction dont je ne parle pas beaucoup ici, mais j'aime bien en avoir toujours un à lire, en plus d'une lecture fiction. Je parlerai sûrement un peu plus de ces lectures non-fiction aussi à l'avenir, puisque ça peut sans doute intéresser certains d'entre vous. Et pour les romans, précision, il y en a 4 qui sont des livres audio, sur les 11 que j'ai lus. J'apprécie aussi énormément les livres audio. Je les choisis au hasard, ça me permet de découvrir des textes que je n'aurais peut-être pas choisis en papier. Je me sers beaucoup de l'audio pour sortir de ma zone de confort, mais pas que, et ça me donne régulièrement de très bonnes surprises. Sur ce, j'en profite pour faire une transition vers la première question qui est ma meilleure lecture de ce début d'année, et c'est Tata de Valérie Perrin, que j'ai écouté en audio, justement. Et qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire! Les personnages, les aventures, c'était incroyable. Mais surtout les personnages, les liens entre eux. C'est une histoire tellement humaine, pleine d'humanité, d'amour, d'entraide. C'est très très beau. On y suit Agnès, cinéaste parisienne qui reçoit un coup de fil de la police de Guignon, le petit village natal de son père, pour lui annoncer que sa tante, Colette, est décédée. Or, c'est une surprise pour Agnès parce que Colette est déjà décédée quelques années plus tôt. Et donc elle décide de partir tirer cette histoire au clair en se rendant sur place. Et c'est le début d'une très grande aventure humaine dans laquelle il se passe énormément de choses. J'ai ri, j'ai pleuré durant cette lecture. C'est une histoire qui vous prend au cœur et qui m'a marqué à tout jamais, je pense. Donc, meilleure lecture de ce début d'année. Tata, sans hésitation, et on verra au mois de décembre si elle a été détrônée ou non par un autre roman. La seconde question porte sur la meilleure suite. Je ne lis pas beaucoup de sagas, mais j'ai terminé une duologie dont le premier tome avait été un coup de cœur, et sans surprise le second l'a été tout autant. Donc meilleure suite pour moi c'est Wayward de Chuck Wendig, la suite du roman Les Somnambules. Dans ce premier livre, on est face à des gens qui commencent à marcher tous dans la même direction, le regard dans le vide, sans parler, sans interagir. Ils ne font que marcher et on ne peut pas les arrêter. Au début, ils sont 2, puis 5, puis 10, puis 20, et ainsi de suite. Et on suit, nous, différents personnages, différemment impactés par ce phénomène. Shanna, dont la sœur est une des marcheuses, et elle la suit parce qu'elle veut savoir ce qui arrive à sa sœur et comment est-ce qu'elle peut l'aider. On a aussi Benji, qui enquête pour le CDC, Center for Disease Control en anglais, donc le centre de contrôle des maladies et de prévention. Et les chapitres du roman sont tous accompagnés de tweets, d'extraits de journaux ou de podcasts qui traitent des marcheurs. Ça donne un côté super vivant et réaliste. J'avais adoré ces petits détails. Le roman fait 1000 pages et prend donc beaucoup d'ampleur ensuite. Ça m'avait passionné, je l'avais dévoré. Le second tome est tout aussi gros, mais si vous voulez vous lancer, n'ayez pas peur, parce que l'histoire est vraiment close à la fin du premier. L'auteur lance juste l'histoire vers toute autre chose. Et effectivement, c'était tout à fait autre chose, mais c'était fantastique aussi. Je l'ai lu en anglais, c'était un plaisir, je l'ai savouré, j'étais vraiment très triste quand il s'est terminé. Troisième question, c'est à propos des nouveautés de début d'année que j'ai hâte de lire. Je ne suis pas très attentive aux différentes sorties. Il y a beaucoup de vieux livres dans ma wishlist et je passe très régulièrement à côté des phénomènes littéraires parce que je n'y fais tout simplement pas attention. Mais quand j'ai
regardé dans ma wishlist, j'ai quand même trouvé certains romans qui sont des sorties de cette année, dont The Staircase in the Woods de Chuck Wendig, qui est une histoire horrifique sur un groupe de jeunes dont l'un a disparu après avoir monté un mystérieux escalier dans une forêt. Je suis très curieuse de découvrir le style de Chuck Wendig dans une autre histoire, et j'espère que je serai autant charmée que pour les somnambules. Ensuite, il y a le roman Chien des Ozarks d'Eli Cranor qui se passe aux États-Unis, dans une petite ville et qui raconte l'histoire de Jérémia qui doit défendre sa fille face à des suprémacistes blancs dealers de meth qui s'en prennent à elle. Ça a l'air très noir comme roman et avec des thématiques très fortes, ça m'intéresse beaucoup. Et le dernier, il est sorti en 2024, donc je triche un tout petit peu, mais c'est La Petite Bonne de Bérénice Pichat. C'est une amie qui me l'a conseillé, il me fait vraiment de l'œil. Je vous lis le résumé parce que je n'arriverai pas à en faire un résumé moi-même. Domestique au service des bourgeois, elle est travailleuse, courageuse, dévouée. Mais ce week-end-là, elle redoute de se rendre chez les Daniel. Exceptionnellement, madame a accepté d'aller prendre l'air à la campagne. Alors, la petite bonne devra rester seule avec monsieur, un ancien pianiste accablé d'amertume, gueule cassée de la bataille de la Somme. Il faudra cohabiter, le laver, le nourrir. Mais monsieur a un autre projet en tête. Un plan irrévocable, sidérant. Et si elle acceptait? Et si elle le défiait? Et s'il se surprenait? C'est assez mystérieux comme résumé, j'ai du mal à cerner de quoi ça va parler exactement. Mais a priori, ça vaut le détour, donc écoutez, il est dans ma liste. Question suivante, c'est la sortie que j'attends le plus. Donc, question difficile parce que je m'y intéresse pas franchement comme vous l'avez compris. J'ai quand même regardé les prochaines sorties annoncées et j'ai trouvé The Secret of Secrets de Dan Brown, qui est le prochain roman mettant en scène le personnage de Robert Langdon. Vous savez que j'adore Da Vinci Code, du même auteur qui met aussi en scène ce personnage-là. Et j'ai beaucoup aimé mes lectures suivantes, donc je lirai celui-ci avec grand plaisir. 5e question, c'est la plus grosse déception. Donc allons-y, passons aux choses plus sérieuses et aux sujets qui fâchent. Je n'ai pas eu beaucoup à réfléchir pour choisir The Perfect Love de Lila Mars. Je n'ai vraiment pas accroché du tout. C'est la suite de The Perfect Match, qui m'avait déjà laissé mitigée. Mais alors là, pour vous faire un peu le pitch, c'est une romance dans une société futuriste. Un monde où c'est la science qui choisit votre compagnon via un algorithme. Et Elliot, notre protagoniste, découvre qu'elle n'est pas compatible avec Ashton, son petit ami, mais avec Isaac, le grand frère de celui-ci, qu'elle ne peut pas voir en peinture. Et donc c'est leur histoire qui est allée sur ces 2 tomes-là. Là pour le coup, à la différence des Somnambules, le premier finit en énorme cliffhanger et vous êtes obligé d'enchaîner avec le tome suivant. Le début était assez prometteur, bien que le style d'écriture laisse franchement à désirer, mais j'avais fini par être séduite par l'alchimie entre les 2 personnages, j'avais envie de savoir ce que ça allait donner. Et le 2e tome était nul. Je reconnaissais plus du tout les personnages, il y avait plein de dramas inutiles, et le style d'écriture ne s'arrange pas. Le réalisme non plus, puisque tout le monde est beau et musclé dans ce livre, visiblement il y a personne qui est juste passable physiquement, ça n'existe pas. Bref, j'ai pas du tout aimé, malgré l'idée prometteuse de cette romance futuriste. 6e question, c'est la plus belle surprise de ce début d'année, et c'est le livre Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je n'en attendais vraiment pas grand-chose, j'avais même un peu peur parce que je me méfie des livres qu'on voit partout, depuis le fiasco de ma lecture de La femme de ménage, mais ici, j'ai été très agréablement surprise, c'était une superbe lecture. On y suit Monique, journaliste en début de trentaine, qui est réclamée par Evelyn Hugo en personne, la grande star de cinéma de presque 80 ans, qui veut lui raconter la vérité sur sa vie et sur les 7 mariages qu'elle a vécus. Donc la toile de fond de cette histoire, le cinéma, Hollywood, le monde de la célébrité, était vraiment très agréable, ça donne un beau décor à cette passionnante histoire. C'est une histoire d'amour, d'amitié, de famille que l'on se trouve, mais ça parle aussi des femmes, de leurs conditions dans les années 50, de la recherche du succès et de ce qu'on est prêt à faire pour l'atteindre et pour le garder. Les thèmes abordés sont vraiment très intéressants, j'ai adoré,
Et ça m'a vraiment plu parce que je ne m'attendais pas à quelque chose avec autant de messages à passer et autant de thèmes sociétaux. Donc vraiment, très bonne surprise. La 7e question, c'est mon nouvel auteur favori. Bon, c'est une question difficile, mais je vais partir sur Chuck Wendig pour son travail colossal avec Les Somnambules, pour le fait d'avoir fait un second tome tout aussi différent mais tout aussi passionnant que le premier, et parce que j'ai très très hâte de découvrir d'autres de ses romans. 8e question, c'est mon personnage préféré de ce début d'année, et je vais choisir Colette Septembre dans Tata, parce que c'est une femme discrète, à qui on pourrait ne pas faire attention, et qui pourtant a vécu tellement de choses, a sacrifié tellement de choses, a fait tellement de choses, elle a tellement donné encore et encore. Elle m'a beaucoup touchée parce qu'il doit y avoir des milliers de Colette Septembre dans le monde, des gens qu'on ne voit pas et qui pourtant ont des histoires formidables et sont des personnes formidables. 9e question, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Bon, je l'ai déjà dit plus haut, mais Tata de Valérie Perrin, sans surprise. J'ai l'émotion facile, donc j'ai régulièrement des petites larmes qui coulent quand je lis ou quand je regarde quelque chose. Par contre, c'est bien plus rare de me faire avoir de véritables sanglots, de vrais pleurs, et ça a été le cas avec Tata, donc chapeau bas. 10e question, c'est mon plus beau livre reçu cette année, et j'en ai eu 2, donc ma sœur m'a offert le 3e tome d'Harry Potter dans l'édition Mina Lima, les belles éditions illustrées avec des pop-up à l'intérieur. J'adore le 3e tome d'Harry Potter, c'est un de mes préférés, et l'avoir dans cette sublime version, ça me fait vraiment chaud au cœur, j'adore le regarder. Et second livre, une de mes amies m'a offert Orgueil et Préjugés dans une sublime édition Hauteville, avec un pan illustré sur la couverture. Il est vraiment très très beau, et j'ai hâte de l'ouvrir pour enfin découvrir Jane Austen. Et dernière question, c'est le livre que je dois absolument lire avant la fin de l'année. Alors, toute ma pile à lire me fait très envie pour être honnête, cette question m'a posé pas mal de problèmes, mais j'en ai un qui se démarque un tout petit peu parce que c'est un livre écrit par une autrice que j'affectionne particulièrement et dont je lis normalement un livre chaque été. Et allez savoir pourquoi. En 2024, je ne l'ai pas fait, donc il faut que je corrige cette erreur en 2025. Cette autrice, c'est Joan Didion, et j'ai L'année de la pensée magique dans ma pile à lire. Je sais que ça va être une lecture difficile parce qu'elle l'a écrit après avoir perdu son mari et que ce récit raconte son deuil tout simplement. Ça va être riche en émotions, j'ai très envie de le découvrir et en même temps il me fait très peur. Donc affaire à suivre, mais normalement c'est pour cette année. Et voilà, nous avons terminé avec les questions du Mid-Year Freakout Book Tag. J'espère que ça vous aura plu. De toute façon, on continue l'année ensemble avec mes différentes lectures. J'espère que vous avez fait de belles lectures aussi, vous, depuis ce début d'année 2025. N'hésitez pas à me dire ici en commentaire ou sur Instagram quelles ont été vos meilleures lectures et vos coups de cœur depuis le début de cette année. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.